Deuxième partie de Choisissez votre camp avec Hélène Pilichowski, éditorialiste, Serge Raffi, rédacteur en chef au Nouvel Observateur. Votre dernier livre, François Hollande, itinéraire secret, est paru chez Fayard. Claude Reichmann, président de Reichmann TV, vous êtes également économiste. Et Bruno Jeudi, rédacteur en chef du Journal du Dimanche. On termine, si on peut s'exprimer ainsi, de parler de la dette. Vous parlez d'une récession à venir. Risque de récession. Oui, je crois que ce qui est important à souligner, et je pense que les Français le comprennent, puisqu'il y a eu un sondage, je pense que dans le JDD, Bruno pourra en parler, les Français comprennent que la crise, elle n'est pas seulement financière, elle est structurelle. Ouais. C'est-à-dire que l'économie mondiale, la mondialisation telle qu'elle a fonctionné, on va dire dans les années 90, aujourd'hui ne fonctionne plus pour une raison très simple, c'est qu'il va y avoir une crise des matières premières, il va y avoir une bataille justement avec les pays émergents qui va être d'une brutalité, d'une férocité extraordinaire, et que dans ce cadre-là, il est évident que les pays occidentaux, et en particulier les pays européens, vont vivre de toute manière dans un autre tempo, dans la fameuse manière de vivre. Le niveau de vie va forcément baisser, tout simplement parce que c'est inévitable, et il faut que les Français le sachent, et qu'on soit de droite ou de gauche, cette question-là, il faudra l'affronter. Pour le moment, les politiques n'osent pas trop le dire. Bien sûr. Je pense que c'est ce qui était dans ce qui ressort du sondage hier, une prise de conscience très notre sondage, très vraie des Français. Qui était un sondage qui était consacré aux peurs et aux attentes des Français face à la crise, et montrait, il y a deux, trois chiffres qui sont, de ce point de vue-là, significatifs. 53% des Français se disent révoltés par la crise. Alors on peut se dire comme ça paraît assez normal. Ce qui est intéressant, c'est qu'à gauche, on est révolté par la crise. En gros, c'est 60% des Français sympathisants de gauche. Et à droite, ils sont résignés. 40% des Français, des sympathisants UMP, résignés. Donc on est face à une opinion qui est révolté ou résigné, mais qui, en tous les cas, a bien pris conscience de la crise, et qui, par moment, de ce point de vue-là, est presque plus en avance que les élites. Ce chiffre, 79%, voilà, parce qu'ils ont tout à fait conscience. Disent que la crise est plus grave que tout ce qu'il y a eu auparavant. Et surtout, quand on regarde, il y en a très peu, 4% qui pensent que d'ici 6 mois, la crise va s'arranger. Ils pensent qu'il faudra 2-3 ans avant que ça s'arrange. Et surtout, ils sont déjà prêts à des sacrifices. Alors aujourd'hui, c'est des sacrifices, j'allais dire, de dépenses de confort, mais ils sentent que, voilà, qu'il va falloir aller vers des sacrifices supplémentaires. Et le paradoxe de tout ça dans cette enquête, ce qui peut être un peu, j'allais dire, optimiste, c'est qu'ils sont finalement, même s'ils sont partagés sur l'Europe, ils sont prêts à avoir plus d'Europe, notamment, par exemple, ils sont largement pour un ministre de l'économie et des finances européen. Ils réclament plus d'Europe. S'il faut passer par du fédéralisme, ils ne sont pas contre. Non, mais c'est vrai que les gens sont extrêmement déçus, même révoltés contre cette histoire de la mondialisation, enfin cette réalité qu'on leur a pas vendue, mais on leur a promis tellement de choses, ça devait être la panacée. On leur a dit, vous allez voir, la mondialisation, c'est formidable. Donc aujourd'hui, ils sont furieux, ils ont l'impression d'avoir été trompés. Soit ils se réfugient du côté de Marine Le Pen, qui effectivement s'en prend elle aussi à la mondialisation. Soit on l'a vu avec la primaire socialiste du côté de Arnaud Montebourg, qui lui disait non, halte à la mondialisation, etc. Alors ce que les gens n'ont pas compris, c'est que la mondialisation, c'était pas uniquement au profit des pays développés, mais que c'était un nouveau partage de la richesse mondiale au profit des pays, des populations qui jusqu'à présent vivaient très 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 en dessous de notre niveau de vie. En Chine, il y a des centaines de millions peut-être de personnes qui ont acquis un confort, etc., qu'ils ne connaissaient pas avant, les voitures, etc. Bon, même chose pour les autres pays émergents, le Brésil, etc. Bien sûr. Donc maintenant, voilà, il y a un partage qui se fait, et c'est parfois même un peu étonnant de voir qu'on peut dire halte à ce partage. Mais en fait, je crois que la couverture du livre de Serge Raffi aurait dû comporter M. Hollande, et d'ailleurs M. Sarkozy éventuellement, en tenue d'appariteur des pompes funèbres. Ils vont devoir enterrer un système. Et savez-vous, peu de gens le savent en France, c'est que tout cela avait été prévu et organisé, non pas dans le mauvais sens, mais dans le bon, par l'Europe lorsqu'elle avait décidé d'ouvrir son marché au 1er janvier 1993. Il avait été décidé à ce moment-là par des directives européennes de faire en sorte que désormais les États-providence soient remplacés par des États où l'initiative individuelle aurait la primeur. Et du coup, tout l'endettement vient de là. Car on s'est endetté, comme M. Barouin l'a avoué l'autre jour, uniquement pour maintenir l'État-providence. Et le résultat est là. C'est la dette qui est la responsable de tout ça. Mais l'Europe l'avait prévu, il faut le dire, à sa décharge. Elle n'a pas été capable de le faire appliquer. C'est ça le problème. Alors, je reviens à la première question que je posais, c'est comment se fait-il que le sondage de ce matin, donc dans Libération, donne le résultat suivant: François Hollande plus à même de résoudre la crise que Nicolas Sarkozy.
Alors qu'on disait que Nicolas Sarkozy, avec son expérience... Parce que je pense qu'actuellement, bon, il faut... C'est quoi? C'est le rejet de Sarkozy? Oui, voilà, il y a une forme... C'est-à-dire que Nicolas Sarkozy, quand il fait 30 degrés, s'il dit qu'il fait chaud, les Français vont lui en vouloir. Il va dire c'est pas vrai. Donc aujourd'hui, on en veut pour tout et tout le temps à Nicolas Sarkozy, de manière qu'on soit d'accord ou qu'on soit pas d'accord. En tous les cas, il y a une forme d'injustice vis-à-vis de ce président. Et de toute façon, quoi qu'il dise actuellement, rien ne passe. Et c'est vrai que il faut le dire aussi, alors ça plaira à Serge Raffi, on vit dans une espèce de Hollande mania où de toute façon tous les sondages actuellement sont favorables à François Hollande. Qui ne veulent pas dire grand-chose. Il est tellement haut que ça baissera. Simplement pour que nos téléspectateurs comprennent, aujourd'hui dans les intentions de vote, au premier tour, il ferait mieux que François Mitterrand au premier tour de 1988, ce qui, on va le lui citer, a quand même très peu de chances d'arriver. Oui, c'est vrai qu'il faut rester raisonnable et pas s'affoler devant les sondages, mais oui, tout à fait. Il y a aussi quand même la découverte du personnage François Hollande. C'était quelqu'un de très discret, très pudique. On ne savait pas grand-chose de lui. Et finalement, on découvre que il est diplômé d'HEC. Ah bon, il a été professeur d'économie à Sciences Po. Ah bon, il a des compétences en économie. Ah ouais, il est entouré par des gens compétents. Et puis il y a des patrons, même du CAC 40, qui ne voient pas d'un mauvais œil, sont arrivés à l'Élysée. Donc il y a tout un tas de petits paramètres qui entrent en compte, qui font qu'on commence à le prendre un peu plus au sérieux, parce qu'au fond, on ne le connaissait pas. Donc on est pour le moment dans la découverte, on n'est pas dans le combat. Donc attention, pas de précipitation. Puis dans les périodes de détresse nationale, ce qui est le cas que les gens commencent à le sentir, il y a toujours eu en France l'émergence d'hommes providentiels qui n'avaient de providentiel que le nom en général. Et donc on peut penser que la poussée actuelle de François Hollande, qui n'est pas sans qualité, je suis d'accord avec vous, est quand même un côté artificiel quand même. Bon, il est clair que de toute façon, il y a plusieurs élections l'année prochaine et que dans les autres pays aussi, il y aura forcément, on va sortir les sortants, hein, ça c'est clair, hein, comme dans toutes les grandes périodes de difficultés. La crise va sans doute générer beaucoup d'alternance. Il y a voilà. Que ce soit de la droite vers la gauche ou de la gauche vers la droite. Ça a déjà commencé. Alors, changement pour le coup à l'étranger. En Libye déjà, sentiment de malaise quand même, quelques jours après la mort de Kadhafi, où on a commenté ces images en disant bombardement, il est mort d'une balle dans la tête, et on se rend compte qu'il a été lynché. C'est un peu la douche froide là. C'est un petit peu... c'est un peu la douche froide parce que... malaise quand même, puis pas de protester, enfin aucune... C'est-à-dire que là, le bilan... réaction de l'ONU... Le bilan et l'image du CNT, hein, qui a été largement promu en Europe, à juste titre. Hein, c'était quand même les opposants et ils avaient beaucoup de courage de s'opposer à Kadhafi. Là, en 3 jours, on a découvert qu'en gros, ils avaient lynché Kadhafi. Et deuxièmement, hier, on a entendu que la loi qui s'appliquerait maintenant, ce sera la charia. C'est-à-dire la loi islamique. Tout ça fait un peu peur et tout ça jette le trouble un peu sur ce CNT que la France a défendu, moi je crois avec raison, mais c'est vrai que là on s'interroge. On a toujours été quand même assez prudent sur le CNT en disant qu'on ne savait pas très bien qui le composait. Là, la question c'est toujours la même, c'est qu'on n'impose pas la démocratie par les armes, premièrement. Non. On l'a vu en Afghanistan. Là, on est dans un pays qui a vécu plus de 40 ans d'une dictature épouvantable, féroce, avec un système totalement tribal, pour ne pas dire féodal. Et forcément, il ne peut pas y avoir un sentiment de national pour le moment dans ce pays. On est dans la revanche pure, on est oui, le lynchage. Et d'ailleurs, à ce propos, c'est vrai qu'on aurait pu avoir un bon procès de Kadhafi. Là, ça aurait été un signe qu'on avait vraiment avancé en matière de démocratie. On aurait pu apprendre beaucoup de choses sur les relations étranges et troubles du régime libyen avec un certain nombre de pays occidentaux. Est-ce que tout le monde avait intérêt à ce qu'il y ait un procès? Pas sûr. C'est pour ça que moi, on dit qu'on l'a lynché. Moi, je pense qu'il a pu être aussi assassiné pour des raisons plus complexes. Est-ce que vous imaginez... Est-ce que vous imaginez que M. Kadhafi soit interpellé par la police libyenne en disant « Monsieur Kadhafi, veuillez entrer dans notre automobile, nous allons vous conduire à la prison, vous pourrez voir vos avocats et naturellement nous ferons un procès équitable. » Naturellement, c'est impensable. Pourquoi ? Pourquoi ? Tout simplement parce que les Libyens, ceux qui étaient opposés à Kadhafi, ne rêvaient que de le tuer. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et ils sont actuellement en train de vivre ce que vivent toutes les révolutions, c'est-à-dire un phénomène brutal, violent, où
où Kadhafi est la victime de ce qu'il a lui-même commis. Donc finalement, il n'y a pas à s'étonner. Il y a eu des je le regrette comme je suis désolé, vous, il y a eu Nuremberg, il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas eu un procès. Il y a eu Nuremberg, mais il y avait l'armée américaine et les Alliés qui avaient gagné la bataille et qui imposaient un certain ordre. Les Alliés, ils ont bombardé le convoi de Kadhafi. Oui, mais en fait, c'était déjà des démocraties quand même. C'était déjà des démocraties. Voilà. Mais justement, c'est différent. Marine Le Pen donc s'exprimait ce matin sur Canal+, et elle a dit « J'ai eu raison en prévenant que la Libye deviendrait une dictature islamiste ». C'est ce qu'elle dit. Mais en même temps, Marine Le Pen, si on l'avait écouté, on ne serait pas intervenu en Libye. Donc, dans cette histoire, forcément, il n'y a pas une vérité d'un côté. Il ne faut pas être binaire, quoi. Voilà. Donc, l'objectif de la France, elle a pris la tête d'une coalition pour aider le CNT et sauver Benghazi. Ensuite, évidemment, l'objectif non avoué, c'était quand même de renverser ce régime des pires dictatures. Donc effectivement, à l'arrivée, les choses ne peuvent pas être binaires. C'est vrai que, voilà... Kadhafi avait très peur d'une chose. Il y a eu un documentaire qui a été fait par un réalisateur français, je crois, et dans lequel Kadhafi lui avait dit « Je ne veux surtout pas qu'il y ait les images de Saddam Hussein capturé dans son trou à rats ». Alors c'est finalement ce qui lui semble-t-il arrivé, puisqu'il était dans une canalisation, a-t-on dit, et c'était sa crainte, et la raison était parfaitement justifiée de son point de vue. La chute des dictateurs arabes est absolument essentielle pour les opinions arabes. Je suis d'accord avec vous pour penser qu'on est loin d'être prémunis contre des dictatures islamistes, mais il n'empêche que la chute de Saddam Hussein et la chute de tous les autres ensuite est un véritable séisme et que c'est probablement la meilleure arme pour l'espoir de démocratie. Maintenant, l'objectif, c'est savoir si les pays qui ont connu ces printemps arabes vont basculer du côté d'une forme, j'allais dire, de régime du type turc, qui est une démocratie autoritaire, mais qui est avec un parti qui est religieux, mais qui en même temps est un pays qui avance, ou alors est-ce qu'il va basculer du côté d'une autre forme de république islamique, et évidemment, on a tous ça ne se fera pas du jour au lendemain. Donc voilà, mais je crois qu'il ne faut pas aussi avoir une vision des partis religieux qui soit forcément... Il y a eu des grands partis démocrates chrétiens, donc catholiques, pendant très très longtemps. Il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas aussi des partis islamiques. Regardez ce qui se passe qui iraient vers la démocratie. Risque de se passer en Il faut l'espérer. Voilà.